Excellent week-end à toutes et à tous et bienvenue à cette grande édition du journal en langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nilidande et tout de suite l'essentiel de l'actualité. Le Rwanda et le Togo ont signé un accord supprimant l'obligation de visa pour les citoyens respectifs de ce pays. Par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, l'ambassadeur Olivier Nduhungirehe et son homologue togolais, le professeur Robert Doucet. Toujours au Togo, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, l'ambassadeur Nduhungirehe Olivier, a rencontré le représentant spécial de l'Union européenne pour la région du Grand Lac, l'ambassadeur Johan Brokstam. Ils ont évoqué les progrès accomplis en matière de sécurité durable dans la région. Le ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur Nduhungirehe, s'est également entretenu avec le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région du Grand Lac, Yung Siai. Leur discussion portait sur les questions de sécurité dans la région. Parlons également environnement et protection de l'écosystème. L'Agence rwandaise pour la promotion du développement RDB en sigle et en anglais s'inquiète de la recrudescence du braconnage dans le parc national de volcans. RDB a déclaré que l'augmentation du nombre de pièges et des gorilles capturés dans le parc devrait inciter les habitants à signaler les braconniers qui constituent une menace pour le développement du pays. Reportage. Les braconnages dans le parc national des volcans représentent un obstacle majeur à la conservation de l'écosystème qui l'abrite. Lors d'une réunion communautaire qui s'est tenue fin 2018, dans le village de Kagitega, en secteur Kianika du district de Bulela, le commandant du commandement nord de la région militaire, le colonel Steven Kaigumire, a indiqué que le phénomène s'aggravait et affectait les bénéfices tirés par les habitants et les pays de cette activité. Une étude menée par RDB en collaboration avec le Programme international de conservation des gorilles et Gorilla Doctors révèle une augmentation alarmante du braconnage entre 2023 et 2025, comparable au pic atteint en 2009. En 2023, 2200 pièges ont été installés, plus de 2300 en 2024 et 2336 ont été découverts fin 2025. À titre de comparaison, 446 pièges avaient été trouvés en 2019, ce qui fausse les chiffres. Le secrétaire exécutif et les habitants du parc national des volcans affirment ignorer encore les causes de cette recrudescence du braconnage, mais assurent que des mesures sont prises pour lutter contre ce phénomène. Le directeur de parc rwandais, Ngoga Telesphore, déplore que les braconnages atteignent un tel niveau dans des parcs qui contribuent au développement de la région et du pays en général. Il demande que la voix et les yeux de ceux qui bénéficient de la conservation du parc contribuent à mettre fin au braconnage. Lors d'une récente réunion communautaire en secteur Kianika du district de Bulela, le gouverneur de la province du Nord a déclaré que ce problème serait traité, les forces de sécurité afin de mettre un terme au phénomène et préserver ainsi l'écosystème du parc. Hormis des buffles et autres animaux de montagne, seuls 6 gorilles avaient été capturés dans des pièges à la fin du mois d'octobre de l'année dernière. Le secteur le plus touché par les braconnages était Kinigi, 817 pièges, Bugeshi, 548, Kabatwa, 307, Gatagara, 287. Par ailleurs, 38 braconniers ont été arrêtés et emprisonnés. Cependant, malgré ces actes honteux, le parc a versé l'année dernière aux populations riveraines plus de 2,150 milliards de francs rwandais grâce au programme de partage de recettes. La suite de ce journal, l'actualité qui se poursuit donc, les acteurs du secteur privé rwandais, de l'industrie technologique, affirment que l'introduction du label de confiance numérique pour les plateformes numériques et les développeurs de logiciels jouera un rôle clé pour aider les pays à atteindre son objectif, porter la contribution du secteur des technologies de l'information et de la communication à l'économie nationale à 10% d'ici à 2029 contre 3% actuellement. Le label de confiance numérique est un label numérique décerné aux plateformes numériques et aux applications logicielles utilisées dans des secteurs tels que le commerce, la santé, l'éducation
et les services financiers. 16 entreprises du secteur privé ayant déjà obtenu le label affirment qu'ils renforceront considérablement leur crédibilité, la confiance du public et leur compétitivité sur le marché numérique. Parallèlement, les entrepreneurs qui n'ont pas encore obtenu le label de confiance numérique affirment que son obtention est désormais une priorité car ils estiment qu'il apportera une plus grande valeur ajoutée à leurs produits et services. Le président du conseil d'administration du Rwanda Software Testing Qualification Board, Robert Ford Moussi, indique que la certification sera désormais délivrée par l'organisme national de normalisation du Rwanda, ce qui lui conférera une reconnaissance et une crédibilité internationale. Le directeur général de la Chambre de technologie de l'information et de la communication, Alex Nale, affirme pour sa part que le label de confiance numérique renforcera également la capacité du Rwanda à exporter des services numériques vers le marché régionaux et internationaux. Actuellement, le secteur des technologies de l'information contribue entre 3 et 5% au produit intérieur brut du Rwanda. L'objectif national est de porter cette contribution à au moins 10% dans les années à venir, à mesure que le pays accélère sa transformation numérique. Et puis, des experts et analystes chevronnés en diplomatie et politique en Afrique de l'Est affirment que parmi les facteurs qui entravent la communauté est-africaine figure le manque d'unité entre les États membres quant à leur position et leur compréhension des principes fondamentaux qui régissent le bloc, ce qui compromettent considérablement le développement durable de la dite communauté. Au cours de plus de 25 années d'existence de la communauté de l'Afrique de l'Est, des progrès significatifs ont été accomplis, notamment dans les domaines économiques, comme l'a souligné l'honorable Fatuma Ndangiza, député à l'Assemblée législative de l'Afrique de l'Est. Beaucoup a été fait au sein de la communauté. Lorsqu'on suit les statistiques, surtout en matière économique, en 2025 par exemple, au cours du second semestre, la région avait atteint 4,6 milliards. Les échanges commerciaux autour de 15%. Nous ne sommes pas encore satisfaits car quand on observe cette évolution, nous sommes encore loin de nos objectifs. Car vu les opportunités disponibles dans la région, nous devions atteindre les niveaux européens en ce moment, au moins 60%. Il n'y a donc aucune raison pour que nous n'atteignions pas ces niveaux de développement si et seulement si nous pouvions lever les obstacles sur notre chemin. Cependant, malgré ce progrès, la communauté continue d'être confrontée à des défis, notamment un manque d'harmonie entre ses États membres sur les questions politiques, aggravé par des préoccupations sécuritaires et des relations tendues entre les États partenaires, entre autres problèmes. Il en va de même du fait que certains pays ne parviennent pas à appliquer les principes fondamentaux de la communauté de l'Afrique de l'Est, notamment en ne versant pas les contributions obligatoires, ce qui nuit à son développement. Comme vous le savez certainement, certains pays sont suspendus de l'organisation car ils ne payent pas leurs cotisations. Au niveau de la SADC, des chefs d'État perdent leur droit de parole car le pays n'a pas honoré ses engagements. On peut se demander pourquoi, au niveau de l'Afrique de l'Est, nous ne ferions pas la même chose. À titre d'exemple, la République démocratique du Congo a des arriérés de plus de 20 millions de dollars. Et à ce jour, le pays n'a payé qu'1 million de dollars. C'est le même cas pour le Burundi et le Soudan du Sud. Comment atteindre nos objectifs avec ces genres de difficultés? Par ailleurs, les analystes qui examinent la conduite de certains États membres de cette communauté face à l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo et ses répercussions sur la région au cours des 30 dernières années, n'hésitent pas à affirmer que certains pays au sein du bloc
alimentent, voire soutiennent une idéologie génocidaire. Birababaje cyane ko nyuma y'imyaka 30 y'u Rwanda kuba rwagerageza uko rushoboye ku. Il est malheureux de constater, 30 ans après la tragédie vécue par le Rwanda, certains pays tentent de ramener le Rwanda en 1994 ou avant cette période. Ils encouragent les discours haineux, l'idéologie du génocide. C'est une guerre difficile qui ne peut être arrêtée par la guerre conventionnelle. Il faut changer les mentalités. Selon l'ambassadeur Joseph Nsengimana, homme politique et diplomate chevronné, si cette situation perdure, elle pourrait compromettre la vision de la communauté d'Afrique de l'Est. Si les pays ne reviennent pas à leurs objectifs initiaux, la communauté va disparaître. Le plus grand défi de cette communauté, c'est la désunion ou la division, les alliances des circonstances. Si un pays refuse de mettre en application les décisions de l'organisation, il doit être sanctionné comme prévu dans les textes. Le fonctionnement de la communauté et son orientation générale ont généralement été réexaminés par le président de la République, Paul Kagame, en janvier dernier, suite à l'absence d'harmonisation des décisions prises dans la poursuite d'intérêts particuliers. En tant que communauté de l'Afrique de l'Est, quels étaient nos objectifs au départ? Que faisons-nous aujourd'hui? Que faisons-nous pour atteindre nos objectifs? Quand va-t-on pouvoir relier les discours et les actions pour que nous puissions atteindre nos objectifs? Je n'ai pas vu ça lors de la dernière réunion. Est-ce que la communauté est-africaine existe ou pas? Et si elle existe, elle a quel objectif? Actuellement, plus de 300 millions de personnes vivent dans les 8 pays qui composent la communauté d'Afrique de l'Est. Les analystes de l'économie et du développement de la région estiment que cette population constitue un marché qui pourrait stimuler la croissance régionale si tous les États membres travaillaient de concert. La suite de cette édition, le ministre de la Justice a déclaré que le prochain examen du Rwanda par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies offrira au pays l'occasion de contrer ce qu'il a qualifié de désinformation circulant à son sujet. Dr Ogira Chebouja a tenu ce propos lors de son audition devant la commission parlementaire sur l'unité nationale, le droit de l'homme et la lutte contre le génocide. Suivez ce reportage. L'examen périodique universel, EPU, est un système d'évaluation par les pairs du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Tous les 4 ans et demi, les bilans de chacun de 193 États membres en matière de droits de l'homme sont examinés par les autres États membres. Ce système favorise la responsabilisation et l'amélioration par les dialogues, la production des rapports et la formulation des recommandations fondées sur la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l'homme et les traités. Les membres du Parlement siégeant à la Commission sur l'unité nationale, les droits de l'homme et la lutte contre le génocide ont exprimé leurs préoccupations quant aux problèmes récurrents mis en lumière dans les rapports. Ils ont également demandé des éclaircissements sur le nombre croissant des pays qui devraient soumettre des recommandations concernant le Rwanda. L'intérêt croissant des parties prenantes pour notre pays pourrait-il être lié au rapport de Human Rights Watch qui pointe constamment du doigt le Rwanda ainsi qu'à de nombreux autres rapports provenant d'ailleurs? Je citerai l'exemple de certains rapports évoquant des cas d'enfants soldats, alors que nous n'en avons pas ici. Pourquoi ces allégations mensongères persistent-elles malgré les preuves du contraire? Quelles sont les conséquences pour notre pays? Observez-vous le même engouement généralisé? Ou est-ce un phénomène spécifique au Rwanda où de nombreux acteurs cherchent à s'exprimer sur notre pays?
En réponse à ces préoccupations, le ministre de la Justice a expliqué que certains points soulevés pourraient figurer dans de futurs rapports, car ils découlent des perspectives qui ne correspondent pas au modèle de gouvernance du Rwanda. La première chose à faire est d'approuver des accords d'adoption permanents établissant la CPI. Mais cela n'est pas conforme à nos principes de gouvernance et le Rwanda a décidé de ne pas l'appliquer. D'autres recommandations sont irréalistes pour nous. Nous ne pouvons pas accepter une telle recommandation car nous n'avons pas de tels cas ici. Certaines personnes qui formulent de telles recommandations les font sans preuve ni information claire. Donc, chaque fois que cela se produit, notre réponse est de le refuser. Dr Ogira Shebuja a ajouté que le nombre croissant des pays formulant des recommandations sur le Rwanda devait être considéré comme une opportunité pour le pays de présenter clairement ses politiques, ses réalisations et ses pratiques de gouvernance. Alors que de nombreux pays cherchent à nous évaluer par leurs pairs, ce n'est pas seulement de manière négative, mais aussi parfois parce que les gens veulent connaître la position et les progrès du pays et comment les autres peuvent en attirer des enseignements. Le président de la Commission parlementaire sur l'unité nationale, les droits de l'homme et la lutte contre le génocide a déclaré que le rapport de EPU met en lumière des domaines clés nécessitant une attention particulière. Elle a indiqué que les difficultés soulevées par le ministre concernant la mise en œuvre seront soumises au Parlement pour un examen plus approfondi avec les ministères concernés. Il a révélé que le groupe de travail, notamment sur la question du rapport, était initialement composé des juristes, mais que ceux-ci ont demandé au ministère en charge de la communication et de l'information et à l'Institut national de la statistique de les épauler avec des planificateurs. C'est un moyen de favoriser la collaboration et nous espérons que grâce à cette collaboration, les rapports seront peaufinés. Le 4e examen périodique universel des droits de l'homme du Rwanda est prévu le 24 janvier 2026. Au cours de cette session, les représentants du gouvernement présenteront des explications et des clarifications sur les engagements et les progrès du pays. Les analystes de l'économie et du développement de l'Afrique soulignent que la suppression de visas pour les Africains constitue l'une des étapes majeures pour promouvoir les échanges commerciaux, les investissements et la coopération entre les pays du continent. Cela intervient alors que le Rwanda continue d'occuper la toute première place en Afrique en tant que pays le plus ouvert, en particulier aux citoyens africains. Le point avec Jean-Damascène Manchim. Depuis que le Rwanda a ouvert ses frontières aux Africains, à leur permettant d'entrer sans visa, de nombreuses opportunités se sont offertes, aussi bien aux touristes qu'aux investisseurs ayant choisi d'investir au Rwanda afin de tirer profit de ces avantages. L'expert en politique économique François Kanimba explique que si la politique de suppression de visas pour les pays africains était mise en œuvre par l'ensemble des États du continent, il constituerait un levier majeur pour stimuler le commerce, l'investissement et la coopération entre les pays africains. Un visa par principe, c'est quoi? C'est une autorisation donnée par un pays à des citoyens étrangers pour pouvoir entrer dans ce pays. Donc, par définition, c'est un obstacle. C'est un obstacle. Et dans le contexte d'une région qui vise une intégration économique, normalement, l'allègement de l'octroi ou la facilitation des voyages intrarégionaux pour les ressortissants d'un pays, ça fait toujours partie des principes et des stratégies qui facilitent le processus d'intégration économique, que ce soit au niveau régional ou au niveau continental, comme c'est envisagé dans le cadre de l'opérationnalisation de la zone de libre-échange continentale. Donc,
quand on fait une analyse pour comprendre pourquoi les pays africains, certains, hein, ce n'est pas tous, certains, hésitent encore à ouvrir leurs frontières pour faciliter la libre circulation des autres Africains dans leur pays. Il y a plusieurs raisons, mais le plus souvent, dans les pays que j'ai visités, l'une des raisons majeures qui est le plus souvent avancée, c'est la sécurité. La sécurité. Bon, la sécurité, le Rwanda a ouvert ses frontières, ça fait plusieurs années. Mais je ne pense pas que cela a été un facteur pour faciliter des terroristes qui souhaiteraient déstabiliser le Rwanda de trouver une voie d'entrée. Hein? Il appartient au pays de construire des institutions de sécurité qui peuvent, à travers leur efficacité, leur méthode de travail, détecter effectivement les visiteurs qui entrent dans un pays avec un objectif de ce genre. Ce n'est pas en bloquant a priori l'entrée dans le pays qu'on va nécessairement réaliser un objectif de sécurité. Ça, c'est une vérité. L'autre problème que j'ai constaté, surtout dans certains pays de l'Afrique centrale où j'ai travaillé pendant les 5 dernières années, il y a certains pays qui sont riches, qui ont beaucoup de ressources naturelles, beaucoup de pétrole, qui, pendant une certaine période, ont pu vivre sans beaucoup de problèmes parce qu'ils ont beaucoup d'argent pour importer tout ce qu'ils veulent de l'extérieur. Et ces pays, en général, ils ont accusé un retard considérable dans les politiques de promotion des investissements dans le pays. Ils ont encouragé purement et simplement les investissements dans les industries extractives, pas dans la promotion des petites et moyennes industries. Et ça, fort de cet état de choses, dans ces pays, vous trouverez que souvent, ils sont parmi les derniers à autoriser ou à relaxer les mesures de facilitation de libre circulation des personnes, que ce soit pour les Africains ou même pour les internationaux qui voudraient venir dans la région. Donc c'est finalement un blocage, mais maintenant il y a une ouverture parce qu'avec le lancement de l'accord de libre-échange continental, il y a une forte pression qui s'exerce sur les États membres de cet accord, parce que l'ouverture des frontières, la libre circulation, le protocole sur la libre circulation des personnes et des biens constitue un des piliers fondamentaux de la mise en œuvre de l'accord de libre-échange continental. Ça, c'est un espoir, mais nous constatons malheureusement qu'il y a encore des pays qui y vont avec beaucoup d'hésitation et très très lentement. Pourquoi? Ouais, bon, ça c'est une question à laquelle il est difficile de répondre. Je sais que par exemple, dans certains pays, surtout ceux dont j'ai cité tout à l'heure et qui ont beaucoup de ressources naturelles, ils pensent que faciliter l'afflux massif d'autres Africains des pays voisins va créer un problème d'aggravation du chômage pour les jeunes de leur pays, parce que ceux qui viennent, ils vont prendre une partie de leurs emplois. Ce qui est totalement un faux principe. Un faux principe. Les emplois dans un pays, il faut d'abord mettre en place une politique qui favorise la création d'emplois. Ce n'est pas en mettant des barrières aux frontières que vous encouragez la création des emplois pour les jeunes pays. Il faut plutôt ouvrir pour permettre non seulement aux potentiels investisseurs de venir chez vous pour créer ou appuyer même les jeunes qui sont en train de créer des industries, des petites et moyennes entreprises, à trouver des partenaires qui peuvent travailler avec eux pour réaliser leurs objectifs. Donc, il y a ce problème de mentalité, mais qui est en train de changer progressivement, parce que
Quand vous allez dans des réunions, dans des rencontres au niveau sous-régional ou même régional, les pays commencent à annoncer des mesures de facilitation pour tendre vers la libre circulation des personnes et des biens au niveau du continent. De son côté, Damien Mouzoum, analyste béninois spécialiste en politique et gouvernance en Afrique, estime que les prétextes avancés par certains pays, notamment ceux liés aux questions de sécurité, devraient être écartés si l'Afrique veut réellement engager des changements économiques et améliorer les conditions de vie de ses populations. Avantage, je dirais d'abord que le stress de visiter son propre, comme si tu allais chez toi en Afrique et tu dois avoir des exigences de donner des comptes bancaires et autres, alors que tu payes pour toi-même déjà le voyage. Donc ce problème, nous l'avons évoqué ici il y a eu des années, quand l'Union africaine, qui d'ailleurs en collaboration avec la Banque africaine de développement, ont sorti ce index qui vient d'être publié. Nous avons soulevé ce problème simplement parce que les pays avaient des excuses que pour des raisons d'insécurité, on ouvre les frontières, n'importe qui peut venir et ils peuvent peut-être devenir une menace pour le pays. Mais malheureusement ou heureusement, ce qu'on constate, le fait que le Rwanda, depuis quand même quelques années, a réussi à demander que les gens n'ont même pas besoin de postuler ni de payer pour entrer dans le pays, est-ce que ça a rendu le Rwanda plus insécurisé que les autres pays que nous voyons? Donc c'est cela d'ailleurs qui est l'équation primaire. Et ceux qui se ferment le plus, je dirais, sur l'index, si vous lisez l'index jusqu'au bout, le Rwanda et la Gambie sont aujourd'hui les premiers pays. Et les derniers, si je vais le dire aussi, c'est le Soudan qui est le dernier sur la liste. Et le Soudan aujourd'hui, est-ce que c'est un pays en sécurité par rapport au Rwanda? Parce qu'ils se sont fermés, ils n'ont pas permis aux gens de se déplacer. Donc je crois que la question est ailleurs. Ce que nous, peuple africain épris de paix, nous voudrions, c'est qu'il y ait ouverture, que les gens puissent se déplacer à l'intérieur de l'Afrique. Et ça, c'est un défi que nous avons à relever. Les pays qui essaient de le faire, et y compris aujourd'hui le Bénin, le Ghana et d'autres pays sur la liste, quand vous voyez le positionnement, je crois que nous devons les encourager et trouver un mécanisme pour rendre ça durable, au lieu de prendre des prétextes pour empêcher les gens de se déplacer. Et surtout que ces terroristes, ils ne prennent pas par les aéroports, ils ne prennent pas par les frontières. Quand un terroriste veut venir chez toi, il va présenter une carte d'identité ou un passeport pour pouvoir rentrer dans le pays. Donc je crois qu'il faudrait qu'on élève le débat, parce que les pays qui nous ont colonisés, comme les pays européens, aujourd'hui, quand vous allez en Europe, même si vous avez le visa Schengen pour rentrer dans un pays, vous pouvez parcourir les autres pays. La libre circulation des personnes et des biens, la facilitation des coûts de transport à l'intérieur des pays et les infrastructures pour lier les pays sont aujourd'hui des défis qui restent encore à relever, et de faire aussi en sorte qu'il y ait ces trains à grande vitesse que nous avons en Europe. Les vols doivent être moins chers parce qu'aujourd'hui, c'est presque impossible. Même si le pays ouvre les visas et que vous n'avez pas besoin de visa, ça devient encore compliqué quand vous devez payer un billet d'avion qui coûte 3 fois plus cher peut-être que ce que vous allez payer pour aller en dehors du continent. Donc je crois que c'est des préoccupations que nous continuons de plaider pour ça, pour que ceux qui en ont la capacité de jouer un rôle, que ce soit les gouvernements, la société civile ou les entreprises, qu'on fasse quelque chose pour que cette Afrique sorte de son état de précarité. Parce que quand on est isolé, forcément, le résultat, c'est ce que nous avons. La pauvreté continue, le continent avec des crises, des combats, parce que les gens se limitent à des petits espaces et ils pensent que ce n'est que ce qui compte. Donc quand ils sont plus exposés, ils vont voir le monde dans un sens un peu plus large, et puis peut-être que ces crises vont peut-être trouver solution dans cette ouverture et dans la résolution de ces problèmes que le rapport est en train d'indiquer. Le classement Africa Visa Openness Index 2025, publié par la Banque africaine de développement et la Commission de l'Union africaine, révèle que 20 pays sur les 54 que compte le continent africain ont déjà ouvert leurs frontières aux visiteurs en provenance d'autres pays africains sans exiger de visa. Ce classement est dominé par le Rwanda et la Gambie à la première place, suivi du Kenya en 3e position, du Bénin en 4e, du Ghana en 5e position.
Depuis 2016, la politique de suppression de visas pour les Africains dans certains pays du continent a produit des résultats significatifs, notamment dans le développement du marché commun africain. En 2018, plus de 1,2 milliard de personnes ont été enregistrées à ce marché, ce qui a permis d'augmenter le commerce intra-africain de 52%. Les recherches de 2025 montrent également que le nombre de pays utilisant le visa électronique a augmenté, passant de 26 en 2024 à 31 en 2025. C'est donc avec cet élément que nous allons mettre un point final à cette grande édition du journal en langue française. Au nom de toute l'équipe qui m'a accompagné tout au long de cette édition, je vous souhaite de passer un excellent week-end en compagnie des programmes de la télévision rwandaise.